Bonjour à tous et bienvenue sur le Blabla F1. Nous allons aujourd'hui revenir sur le Grand Prix du Portugal 2020 remporté par Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas et Max Verstappen. Je sais que rien n'aura jamais l'approbation de tout le monde, mais je pense ne pas trop me mouiller en disant que ce fut un dimanche riche en intrigues sur un circuit qui m'a entièrement séduit. Le tracé de Portimao est impressionnant à voir, les pilotes semblent adorer ces montagnes russes portugaises, et malgré ses 10 petites années d'existence, c'est un tracé à l'ancienne, je trouve, qui punit ceux qui sont trop téméraires et qui récompense ceux qui savent allier audace et économie de la mécanique et de leurs pneus. Et après le Grand Prix du Nürburgring, il y a 15 jours, j'ai encore plus envie de crier aux dirigeants de la F1 de prendre acte pour revoir plus de tracés de ce type. Et j'en profite pour le faire maintenant parce que je pense que je serai un petit peu moins enthousiaste après le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola dans une semaine. Mais bon, à part un problème de bouche d'évacuation qui s'est envolé avant le début des qualifications, ce qui nous a permis pendant ce temps d'aborder le problème des limites de la piste qu'il y a eu ce week-end avec Nishiwaki Ayaka pendant le Blabla Qualif, que vous pouvez retrouver dans la playlist live sur la chaîne en non répertorié, je retiens assez peu de négatifs sur ce Grand Prix du Portugal. Quelques gouttes de pluie au départ nous ont donné des premiers tours assez fous avant que tout ne finisse par se stabiliser, mais on a tout de même eu une lutte brillante à tous les niveaux. Enfin, sauf aux 3 mêmes places qu'habituellement, mais sinon à tous les niveaux. Et enfin, juste pour finir d'embêter les pilotes, un vent fort qui change constamment de direction. Tout ça pour dire que qu'est-ce que c'est bien de regarder des pilotes professionnels galérer depuis son canapé pour ensuite les mépriser dans une vidéo postée sur YouTube. Valtteri Bottas a su profiter de l'erreur de Hamilton au départ pour le dépasser au premier tour et ensuite a dépassé Carlos Sainz pour reprendre la tête de la course pour réussir à me faire croire à ce qui aurait pu être un de ses plus beaux succès. Mais bon, j'ai pas envie de donner l'impression de m'acharner sur lui, donc je vais pas revenir sur ce qui s'est passé sur le reste de la course. Mais s'il peut continuer sur cet élan de forme qu'il a eu donc en début de Grand Prix, je pense qu'on pourra avoir une lutte mondiale très intéressante en 2021. 92e victoire pour Hamilton et pour définitivement écarter le record de Schumi avec un pilotage remarquable. Quoique je pense qu'on va encore en parler un petit moment de Schumacher avec le 7e titre en vue. On a souvent pu vanter les succès de Hamilton cette saison, mais je pense que cette victoire est une des plus belles de sa saison. Un premier tour trop prudent a vu Bottas lui chipper la tête de la course, mais alors que les écarts se stabilisaient à environ 2 secondes, le Finlandais souffrait avec l'usure de ses gommes. Hamilton l'a simplement, méchamment, humilié en le rattrapant et en le dépassant et en terminant 25 secondes devant lui. Et à part un début de course où il s'inquiétait de l'usure de son avant gauche, comme tout le monde en fait, il a su bien mieux gérer ses gommes que Bottas pour remporter la course avec une telle avance. C'est simplement incroyable. Et vraiment pour voir le langage corporel de Bottas après la course, on sent que ça lui a fait très mal. Parce que je sais qu'on parle beaucoup du fait que Valtteri est incontestablement le champion cette année des essais libres du vendredi et du samedi matin, et parfois même des Q1, Q2, mais à force, j'y vois plus une mauvaise approche du travail de sa part qu'au contraire un Hamilton qui met longtemps à se chauffer. Bottas est rapide, c'est indéniable, il est jamais loin de Lewis sur un tour, mais quand il est question de rythme de course, il le suit pas, tout simplement. Et je pense vraiment que Hamilton compromet volontairement une partie de son rythme de qualification au profit d'un réglage plus adapté à la gestion des pneus de course. C'est assez évident dit comme ça, mais je pense que vraiment c'est ce type d'approche que Bottas doit peut-être commencer à vraiment envisager, parce que c'est le problème qu'il a depuis très longtemps, c'est les rythmes de course. Et je sais que c'était un autre temps, mais combien de fois des Stewart, Lauda ou Prost partaient 6, 7e, 8e, voire plus loin, et gagnaient le dimanche simplement parce qu'ils avaient tout misé sur leur gestion de course. Parce que comme disait tonton Jackie, Stewart, pour gagner, il faut être celui qui roule doucement le plus vite, et j'ai vraiment l'impression que c'est l'approche qui fait que Lewis a un tel ascendant en course. Avec 130 points restants à marquer cette saison, et ironiquement 77 d'avance sur son plus proche poursuivant, Mercedes pourrait compter que sur Hamilton seul pour la lutte constructeur, un peu comme Red Bull au final, qui compte aussi que sur un pilote, et on va parler d'eux justement, parce que Verstappen est toujours dans un no man's land et j'ai peu de choses à dire sur lui aujourd'hui, les choses se répètent et se ressemblent. Je lui imputais dans un premier temps ce petit moment au départ avec Pérez, mais au final, je pense que l'un autant que l'autre aurait pu laisser plus de place à éviter cet incident.
c'est un petit peu une application concrète d'un crash au premier tour, même si quand même, je pense qu'il y a un 75-25 en faveur de Verstappen pour ce coup-là. Peut-être que la FIA ne l'a pas pénalisé parce qu'ils sont un petit peu plus cléments sur les départs, même si le directeur s'appelle Michael. Sinon, c'est encore un bon dimanche pour Max à 8 secondes de Bottas sur la ligne d'arrivée. Si vous voulez m'entendre dire des choses positives sur Alex Albon, je vous renvoie vers à peu près n'importe laquelle de mes chroniques qui a un petit peu plus de 4 mois. Je vais pas entrer dans les détails d'un nouveau week-end désastreux qu'il conclut à une invisible 12e place après une course à 2 arrêts. C'est le seul point que je vais aborder parce que je sais que beaucoup défendront que, encore une fois, il a servi de cobaye pneumatique à Max. Et sincèrement, je suis entièrement d'accord. Red Bull le niera, mais factuellement, c'est le cas. Mais ça va faire plus d'1 an que je lui cherche des excuses à Albon, et je suis obligé de soulever une évidence supplémentaire face à ce problème. Jamais Red Bull ne s'en servirait comme d'un cobaye pour aider Verstappen s'il n'était pas coincé derrière des voitures qui devraient être derrière lui, et s'il se trouvait juste derrière Verstappen. Red Bull n'a rien à gagner ou à perdre cette année au championnat constructeur. Mercedes est trop loin, et les autres sont trop loin derrière. Ils ne peuvent qu'espérer occasionnellement une victoire chanceuse par-ci par-là, donc franchement, si j'étais à leur place et que j'avais un pilote qui peut ramasser les miettes laissées par les leaders et un autre qui se bat pour finir 7e ou 8e devant une McLaren et une Renault, bah je ferais exactement pareil en fait. C'est injuste pour Albon. Je suis d'accord, c'est injuste, mais Red Bull ne lui ferait pas ça s'il était 4e, même très loin 4e, parce qu'il y aurait toujours quelque chose à faire comme un double podium ou mettre la pression sur les Mercedes en cas de safety car. Là, perdu dans le milieu du peloton, Albon ne leur sert à rien. Alors que, en s'en servant comme cobaye et en perdant les 6 points, 7 points, 8 points qu'il aurait pu marquer, ça a permis à Verstappen d'assurer un petit peu sa stratégie face à Leclerc derrière qui était sur un arrêt, alors que Verstappen était initialement prévu pour une course à 2 arrêts, donc ça lui a peut-être permis de sauver son podium de la sorte. Et ça me fait vraiment mal pour Albon. Juste le timbre de sa voix dans son interview d'après-course dit tout. Il a la voix qui tremble, les mots qui arrivent pas à sortir, c'est comme s'il avait un poignard dans la poitrine. Et vraiment, ça me fait de la peine parce que je l'apprécie et c'est toujours dur de voir un pilote qui a vraiment du potentiel, voire autant galérer. Mais bon, je vais prévoir une émission sur Albon plus tard cette semaine, histoire qu'il devienne plus le centre des débriefs de Grand Prix. Sergio Pérez a eu mon vote du pilote du jour aujourd'hui et je pense que je le maintiendrai même après avoir vu cet horrible zigzag défensif sur Pierre Gasly en fin de course. C'était une manœuvre vraiment désespérée de sa part, heureusement sans conséquence. Bon, je sais que Checo a ses moments un peu brouillons, qu'il a une Mercedes rose, blablabla, tout ce que vous voulez, mais malgré cela, j'ai envie de poser les choses. Il a fait une superbe P5 en qualif, une remontée vraiment très bonne du fond du peloton avec des dépassements à couper le souffle, vraiment. Cette lutte avec Ocon pendant pratiquement un tour complet, ça m'a donné des flashbacks de 2017-2018. Il a tenu ses médiums pendant 45 tours pour remonter en 5e place et je pense que s'il n'avait pas changé pour des softs qui s'avéraient être les pires pneus ce dimanche, il aurait sans doute pu tenir tête à Gasly et Sainz dans les derniers tours. D'ailleurs, la preuve, c'est le seul pilote du top 10 à avoir fait 2 arrêts. Encore une fois, je le précise, en étant dernier à 10 secondes de la 19e place à la fin du 2e tour. Donc il y a peut-être eu ce vilain moment en toute fin de Grand Prix, mais je ne peux pas lui enlever tout ce qu'il a fait pendant les 63 autres tours. Donc oui, il a ses mauvais moments, mais si ce pilote ne trouve pas sa place en F1 l'an prochain, je pense que ce serait un sérieux gâchis. J'y crois sans y croire, mais si j'étais Christian Horner, j'aurais déjà rédigé le contrat depuis longtemps. Mais bon, c'est pas le moment d'entrer dans le débat, je partage juste mon désir de voir un vieux briscard avoir sa chance dans un top team. Pour ceux qui demandent, je pense que Red Bull, Pérez, tout ça, on n'aura pas d'annonce avant le Grand Prix de Turquie le mois prochain. Tandis que c'était un week-end plutôt humiliant pour Junior de l'autre côté du garage, coincé en Q2 à une demi-seconde de Pérez, Stroll a été le premier pilote déjà à avoir un drapeau noir et blanc pour avoir trop enfreint les limites de la piste, et son mauvais week-end s'est conclu sur ce dépassement désespéré sur Norris qui a résulté en un incident qui est pour moi 100% de sa faute. D'ailleurs, aucun débat pour les commissaires qui l'ont puni de 5 secondes de pénalité, jusqu'à ce que Racing Point lui demande d'abandonner, apparemment pour dégâts, mais je pense surtout pour préserver des éléments moteurs parce qu'il n'y avait plus rien à espérer pour lui.
Et sincèrement, pour revenir sur cet accrochage avec Norris, je pense qu'il aurait pu faire une manœuvre exceptionnelle, un petit peu comme Gasly en fin de course sur Sainz et Perez, mais c'est juste qu'il a refermé le virage beaucoup trop tôt, il a laissé aucune place à Norris, il a fait comme s'il n'était pas là, un petit peu comme l'incident qu'il a eu avec Verstappen en essai libre 2, je crois. Donc c'est vraiment une mauvaise série pour Lens, qui, entre malchance et contamination au truc dont on ne doit pas dire le nom sous peine de se faire engueuler par YouTube il y a 15 jours au Nürburgring, Lens n'a plus inscrit de points depuis son podium en Italie. Un autre pilote qui mérite une mention dans le pilote du jour, pour moi, c'est Charles Leclerc, une belle 4e place. Et j'ai vraiment l'impression que le thème de la chute libre de Ferrari en 2020 a pris toute l'attention dans les discussions et que ce genre de résultat s'est un peu occulté par l'habitude qu'on a eue l'an dernier de le voir aux avant-postes. Et oui, on peut sentir un pas en avant chez Ferrari ce week-end, mais quelle série de dépassements Charles a offert pour être le seul pilote hors du podium, déjà à ne pas se prendre un tour. Ferrari reste la 6e force au championnat et il bat à la régulière les Renault et McLaren, et Racing Point, même s'ils ont eu des soucis, donc je trouve ça vraiment brillant. Au point de faire passer Vettel 10e pour un gros débutant, mais soyons honnêtes, 2020 n'est pas le plus grand moment de sa carrière. De son propre aveu d'ailleurs, Charles est juste sur une autre planète, il n'arrive pas à suivre le rythme, mais on l'a vu malgré tout se battre dans le peloton, notamment avec les Renault, puis avec Raikkonen, et c'était assez sympa. Et aussi du propre aveu de Vettel, Charles et lui ont la même voiture entre les mains, et de toute manière, je vois pas quel intérêt Ferrari aurait à leur donner 2 voitures différentes, ils ont besoin que ces deux-là, ils marquent autant de points que possible. Ça leur sert à rien de privilégier Leclerc à Ferrari, ça leur sert dans le développement de la voiture pour l'an prochain, mais ils doivent donner les meilleurs éléments aux 2 pilotes, parce que Ferrari est 6e du championnat, ils ont besoin de marquer des points, donc ils ont autant besoin de Vettel que de Leclerc, même s'ils jettent Vettel comme un sac, ils ont besoin qu'il marque des points. Je pense juste que Leclerc surperforme la Ferrari alors que Vettel a beaucoup trop de mal dessus, mais j'ai l'impression qu'on en a déjà beaucoup parlé cette saison. Et puis pour juste voir les difficultés de la Ferrari, re-regardez les premiers tours et vous verrez juste la charge de Leclerc dans la ligne droite sur, il me semble, Verstappen et une McLaren. On le voit charger, mais juste à la puissance du moteur. Il y a Verstappen qui le passe et Raikkonen qui est juste derrière qui le repasse aussi. Bon, il y a l'aspiration qui joue pas mal dedans, mais on le voit tout perdre dans la ligne droite et je trouve que ça en dit beaucoup. Mais bon, toujours sur la même liste des grosses performances du jour, Pierre Gasly signe son second meilleur résultat de la saison en finissant 5e, de nombreux dépassements, dont ceux magnifiques sur Sainz puis sur Perez en fin de course. Et après le duel contre Carlos en Italie et la revanche aujourd'hui, je trouve qu'il y a une vraie continuité de leur lutte au championnat en 2019 pour la 6e place. Gasly finit 6e au Grand Prix de l'Eiffel, 5e au Portugal. C'est une excellente série pour lui qui passe 9e au championnat, toujours devant Sainz, et avec ce qui est statistiquement la 7e force du plateau. Donc à cause de ça, sonne de plus en plus fort le glas de la carrière de Daniil Kvyat, qui, entre prestations dans l'ombre de son équipier, malchance et contre-performance, voit de plus en plus dangereusement le futur test de Yuki Tsunoda qui va avoir lieu début novembre. Ce dimanche, le Russe a été complètement invisible, en souffrance avec ses températures de pneus, et il a aussi été puni pour avoir dépassé trop souvent les limites de la piste. Mais pour revenir sur Carlos Sainz, quel départ qui pendant 2 tours nous a presque fait rêver en prenant la tête de la course. Mais les qualifs des McLaren étaient tout aussi belles, mais elles sont très vite retombées dans le classement à cause des pneus soft qui allaient vraiment pas sur ce tracé, comme je l'ai dit plus tôt. Mais une belle fin de course de sa part lui permet, pour la première fois depuis la Hongrie, d'entrer 2 fois consécutivement dans les points. C'est dire à quel point sa saison a été difficile. La malchance s'est donc aujourd'hui abattue sur Lando, qui aurait pu aussi marquer des beaux points, bien cassé en dessous de Sainz ce week-end, mais bon, il y a eu ce crash avec Stroll qui a ruiné tous ses espoirs. Un week-end plus difficile que ces derniers temps pour les Renault, mais qui, contrairement à leurs rivaux directs, ont leurs 2 voitures dans les points. 2e fois de la saison que Ocon termine devant Ricciardo, et il était temps. Il a mené un super premier relais, le plus long du plateau, en restant en pneu médium jusqu'à son seul arrêt à 13 boucles de l'arrivée, soit un premier relais d'environ 2995 tours. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est approximatif.
Hélas pour lui, la stratégie de passer en soft à la fin, ça n'a pas marché, enfin pas autant que prévu, puisque, comme je l'ai dit, ses pneus ne marchaient pas, et bon, il n'a rien gagné, rien perdu dans l'affaire. Un peu l'inverse niveau stratégie pour Ricciardo, mais les Renault n'étaient pas dans le rythme, et au final, ces 6 points sont importants au championnat constructeur, puisqu'ils ont toujours 6 points qui les séparent de la 3e place tenue par Racing Point. Et dans le fond du peloton, j'ai très peu de choses à dire. Chez Haas, on s'enfonce toujours, mais j'apprécie que Grosjean soit passé en mode berserker depuis son licenciement et balance tous les potins dans la presse. Alors oui, la voiture n'a pas eu le moindre développement depuis février, et ça se sent, et ça fait peur, et on comprend mieux les rumeurs selon lesquelles, enfin qui sont pas des rumeurs puisque Steiner l'a dit, mais voilà, Haas cherche 2 pilotes payants, et je pense qu'il y a des grosses raisons derrière cela. Mais bon, de son côté, Grosjean a pas mal trop abusé des limites de la piste, il a subi 5 secondes de pénalité pour cela. Magnussen, parti en pneus durs, aura au moins essayé quelque chose côté stratégie, mais bon, avec cette voiture, il n'y a pas grand-chose à espérer. Chez Williams, Latifi continue de servir de faire-valoir à un brillant George Russell, qui a fait une superbe Q2, une superbe gestion de ses gommes pendant le Grand Prix, qui lui aura permis de traîner pas mal de temps dans le top 10 avant de devoir s'arrêter. Encore une fois, on va pas y revenir dessus aujourd'hui, mais j'espère que ces rumeurs de son possible départ sont vraiment juste ce qu'elles sont. Et chez Alfa Romeo, Giovinazzi termine derrière Russell, ce qui met en valeur Russell, mais qui n'est pas brillant pour Giovinazzi. Mais bon, difficile de juger dans ces voitures-là, surtout quand son équipier a attiré toute l'attention. Lorsqu'il effectue des premiers tours aussi parfaits et des défenses aussi solides, Kimi me rappelle ma tendre enfance quand je le voyais faire de même dans sa McLaren grise dans mon pyjama Pokémon. Bon non, j'avais pas de pyjama Pokémon. J'ai juste dit ça pour avoir l'air classe parce que ça aurait été trop cool. Mais bon, ça m'aide à réaliser à quel point Kimi est là depuis longtemps et à voir à quel point il a toujours ce qu'il faut pour aller se bagarrer. Enfin, sauf une bonne voiture, mais sinon il a tout ce qu'il faut entre les mains. Je sais que tu n'hésiteras pas à enrichir la conversation dans l'espace commentaire si tu en ressens le besoin ou l'envie, ou sur le serveur Discord dont le lien se trouve en description. Merci d'avoir écouté jusque-là, j'espère que ça t'aura plu. Auquel cas tu peux envisager de laisser un petit pouce bleu avant de partir, et de t'abonner si tu souhaites être tenu au courant des prochaines sorties. Retrouvez les réseaux sociaux avec un S, le lien se trouve en description pour Facebook, Instagram et Twitter. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.